Bruxelles, Maison du Roi et Musée des Égouts. La conférence de ce soir a lieu dans le cadre du 150e anniversaire du voûtement de la Seine. On a eu un cycle de 4 conférences et celle d'aujourd'hui va clôturer ce cycle de 4 conférences. Alors, ça a été des conférences qui ont eu lieu avec différents partenaires, les Halles Saint-Géry, Urban Brussels, l'Association du patrimoine artistique, les Visites de mon voisin, qui est notre conférencier de ce soir, ainsi que les musées de la ville, la Maison du Roi et le Musée des Égouts. Différentes expositions dans le cadre de ce 150e anniversaire du voûtement de la Seine. Au Halles Saint-Géry, vous avez Done in the River, qui a été prolongé au 20 mars, jusqu'au 20 mars, où vous pouvez voir les fouilles qui ont lieu sur le parking 58. L'Association du patrimoine artistique a une exposition La Seine à ciel ouvert de la période française au voûtement. Cette exposition est également prolongée jusqu'au 19 février. Les visites se font du jeudi au samedi après-midi. À la Maison du Roi, vous avez la Bourse en Seine, qui est le décor de notre conférencier de ce soir. Et quatrième exposition, le musée des égouts a une exposition Nozen to Waste, scène de crime Nozen to Waste. Donc là, vous pouvez voir la vie de notre rivière. Alors, pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, le musée des égouts organise les Labos-Seine, qui sont des conférences, des ateliers didactiques pour voir la qualité de notre rivière. Alors, bienvenue à tous. Et maintenant, nous allons céder la parole à Gaspard Girzé, les visites de notre voisin pour la scène Le Retour d'une disparue. Voilà, merci Bruno. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, soyez les bienvenus dans cet espace numérique qui va nous relier pendant environ 1 heure et on va parler de la Seine, bien entendu, mais en braquant nos projecteurs sur le présent et surtout sur le futur de la Seine, parce que vous le savez peut-être, il y a eu des progrès assez spectaculaires qui ont été réalisés sur ce front-là ces dernières années. D'ailleurs, après la présentation, on aura le grand plaisir d'avoir avec nous Benjamin Thiebaud, qui n'est autre que, alors je ne sais pas comment l'appeler pour ne pas froisser sa modestie, mais en réalité, c'est celui qui gère et qui pilote les projets de la Seine pour Bruxelles Environnement. Donc, c'est lui qui, avec moi, participera à cette séance d'échange et de questions-réponses à la fin de cette conférence et de cette explication. Alors, il y a il y a une réalité dans cette ville, c'est qu'il existe nombreux Bruxellois et Bruxelloises, et vous en faites peut-être partie, qui n'ont jamais vu la Seine de leur existence. Et c'est tout à fait normal. La Seine est en réalité couverte en plusieurs phases, mais au moins depuis 150 ans, on célèbre la couverture de la Seine. C'est presque, on veut dire qu'il faudrait presque penser à, c'est un événement dramatique qui a eu lieu pour cette rivière, parce qu'une rivière, c'est plus qu'un élément chimique H2O qui se déplace de l'amont vers l'aval. C'est aussi un objet culturel. À partir du moment où elle rentre en contact avec des êtres humains, elle fait partie d'une narration, elle fait complètement partie de l'histoire de Bruxelles. Et donc, la Seine nous manque, j'ai envie de dire, et probablement qu'elle vous manque à vous aussi. Alors, je vais commencer par vous montrer une image. Si mon PowerPoint est content. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Quelles sont les possibilités de voir la Seine à ciel ouvert aujourd'hui? Il y en a. Je vais vérifier que mon pointeur, est-ce que mon pointeur fonctionne? Non, je vais mettre un pointeur, comme ça, je pourrais vous montrer des choses. Est-ce que quelqu'un me confirme qu'on voit mon pointeur quand je parle? Oui, super. OK. Alors, on est ici à l'intersection de 3 communes, Saint-Gilles, Anderlecht et Forêt. Et donc, il y a la Seine qui passe ici, qui existe encore à ciel ouvert seulement en fait dans les zones industrielles de la ville, dans les zones densément peuplées. Elle a été absolument et partout recouverte et enfouie sous terre. Donc ici, on voit qu'elle serpente au milieu des rails de train. Donc il faut que vous ayez envie d'escalader les rails pour aller la voir de près ou passer par des parkings. Et à cet endroit-ci, elle rentre dans ce long corridor de béton et elle ne le quitte que plusieurs kilomètres plus tard du côté du pont Van Praat. Alors, pour comprendre la Seine d'aujourd'hui et de demain, il fallait évidemment faire un petit détour par l'histoire et par le passé. Et vous savez peut-être que Bruxelles est née du croisement entre une rivière et une route commerçante. Eh bien,
c'est vrai. Voici la route en question en jaune. Alors ça, c'est un axe qui relie Cologne avec Bruges. Et cette route, à un moment, passe à travers le territoire qui est aujourd'hui Bruxelles et elle rencontre la Seine à un endroit très précis que voici. Et c'est vraiment là qu'est le début du fait urbain bruxellois. Vous savez qu'il y a des problèmes de source quant à la naissance de Bruxelles. Mais en tout cas, on sait que là, il y a un peu l'étincelle de vie. Si je voulais faire une image un peu poétique, je dirais que tous les Bruxellois sont en réalité les enfants du croisement entre une rivière et une route commerciale. Et alors, je vous invite à regarder cette image. C'est une image qui provient d'une maquette qui est ici, à quelques mètres de moi, au musée de la ville de Bruxelles. Alors, rien que pour cette maquette, ça vaut déjà la peine de venir ici. Il y a évidemment plein d'autres raisons de le faire. Et donc, on a le croisement avec le pont au-dessus de la rivière. Et à côté, à gauche de ce pont, il y a le tout premier port de Bruxelles qui est là. Alors, c'est intéressant de comprendre que la Seine, pendant l'essentiel de l'histoire de Bruxelles, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution industrielle, c'est vraiment la source de vie, le fil de vie de cette ville. C'est l'eau qui sert à tout. C'est-à-dire que c'est l'eau qui active les moulins, c'est l'eau de l'industrie, hein, il y a les tanneurs, les teinturiers, c'est l'eau des brasseurs. Les brasseurs prélèvent l'eau de la Seine qui n'est donc pas salubre, mais grâce au processus de fermentation, on obtient une bière du coup qui est salubre. On a gagné quelques degrés d'alcool au passage. Et puis aussi, eh bien, c'est une eau qu'on utilise pour du transport fluvial. Alors, quand vous regardez un peu la taille de ces embarcations, même si ceci est une reconstitution qui a une grande partie d'hypothèses en elle, mais vous voyez qu'effectivement, ce sont de très petites embarcations. On ne pouvait pas non plus transporter énormément de choses sur la Seine qui n'est pas navigable toute l'année. Voilà, quand on regarde des villes qui sont nées sur le Danube ou sur le Mississippi, on se dit qu'à Bruxelles, on a hérité d'une rivière assez modeste en réalité. Et alors, ce croisement, il n'a pas pu disparaître fatalement, il est toujours là en réalité, il existe toujours. Et on l'a retrouvé il y a quelques années. Alors ça, c'est le port de Bruxelles au XVe siècle, et c'est le port qui se trouvait donc en dessous du parking 58, pour ceux qui l'ont connu, mais il ne faut pas être très vieux pour avoir connu le parking 58. C'était encore il y a quelques années qu'il a été détruit pour faire place à Bruce City. Et donc, on savait qu'il y avait un port là en dessous, mais on ne savait pas dans quel état on allait le retrouver. Et surprise des archéologues, bien, il était quand même c'est vraiment très, très spectaculaire, et notamment cette communication entre la ville ancienne et puis la ville moderne à quelques mètres de distance. Et d'ailleurs, on a retrouvé plein de choses là-dedans. On a trouvé des artefacts en tout genre qui sont visibles toujours aujourd'hui parce que l'expo est prolongée au Halles Saint-Géry pour l'exposition Down the River. Voilà. Alors, du coup, si vous voulez un jour aller à ce fameux croisement auquel nous devons tous notre existence en tant que Bruxellois, eh bien, il est là. Voilà. Exactement à l'endroit où il y a cette voiture noire avec le coffre ouvert, c'est là que la Seine passait, enfin que la route passait au-dessus de la Seine, avec donc les futurs bâtiments de Bruce City que nous n'allons pas commenter ici, bien entendu. Alors, je vous montre une carte pour un peu avancer dans le temps. On se retrouve au XVIe siècle. Alors, cette carte, ce serait un peu la Joconde de la cartographie bruxelloise. C'est la carte de Deventer, qui était un Hollandais d'ailleurs. Et voilà, c'est une carte qui a été conservée, en fait, qui a été commandée par Philippe II et qui a été conservée à Madrid. C'est une carte militaire, évidemment, hein. Ce sont les militaires qui ont inventé les cartes. Et je vais vous montrer un détail qui nous intéresse. Et c'est là. Alors, vous voyez la Seine qui serpente, qui fait des méandres, évidemment. Et à ses côtés, on voit l'apparition déjà au XVIe siècle du canal. Alors, le canal de Willebroek, il a été construit en réalité pour dédoubler la Seine. Et c'est un peu le premier moment où notre rivière perd une des fonctions qu'on lui avait attribuées, c'est-à-dire le transport de fret. Je vous l'ai dit, la rivière était en fait peu navigable, pas toute l'année, et avec des bateaux de petite taille. Bien ici, on crée une infrastructure industrielle rapide qui crée donc un axe direct vers la mer du Nord en passant par l'Escaut. Et au passage, hein, le tracé originel de la Seine, il passait devant Malines et Malines a prélevé des taxes
sur le fret bruxellois pendant tout le Moyen-Âge. Donc, c'était d'une pierre du coup l'occasion de, comment dire, d'à la fois avoir cette voie d'eau navigable et de ne plus devoir payer des taxes à Malines. Mais donc, le canal a évidemment son importance dans notre histoire. Alors, je vais un petit peu avancer, je vais même beaucoup avancer parce qu'on se retrouve au 19e siècle. Alors, le 19e siècle, c'est le moment de toutes les révolutions en réalité, et la révolution industrielle traverse ce siècle du début à la fin, et pas mal comment dire, de changements majeurs qui sont opérés à ce moment-là. Déjà, la population bruxelloise grandit de façon assez exponentielle. On a aussi une pression écologique, j'ai envie de dire, qui s'exerce sur la rivière à ce moment-là, puisqu'il y a non seulement plus d'habitants, il y a plus de volume de production. Hein, les usines commencent à produire différemment que dans la période médiévale. Et puis aussi, on a un début de système d'égout qui est mis en place au 19e siècle et qui rejette directement tout dans la Seine. Donc, c'est une réalité, hein, cette phrase qu'on entend souvent de dire que la Seine devient un égout à ciel ouvert. Eh bien, c'est évidemment tout à fait correct de dire ça. Petit témoignage au passage de notre ami Charles Baudelaire, qui était en Belgique et qui était à Bruxelles dans les années 1864-65, voilà, qui apparemment n'a pas gardé un souvenir impérissable de Bruxelles. Je ne sais pas si les Bruxellois ont gardé un souvenir impérissable de lui, avec cette phrase ici: le faro est tiré de la grande latrine, la Seine, c'est une boisson extraite des excréments de la ville. En réalité, il n'a pas tout à fait tort, même s'il a laissé quelques textes un peu au vitriol sur Bruxelles. Donc, on ne va pas, on ne va pas en parler plus longtemps, mais simplement, c'est un témoignage de première main qui est évidemment intéressant et tout à fait valable pour donner à voir à quoi ressemblait la Seine dans cette deuxième moitié du 19e siècle. Voilà, l'heure du grand changement a sonné. On a voûté la Seine, certes, mais en réalité, il faut le voir différemment. On n'a pas juste voûté la Seine comme si on avait gardé son tracé et qu'on l'avait enfui pour régler toute une série de problèmes. En fait, le voûtement de la Seine a été l'occasion de reconfigurer complètement le bas de la ville, à l'image de ce qui est fait à Paris sous le baron Haussmann, et à Bruxelles, c'est Jules Anspach qui est à la manœuvre, qui est le bourgmestre de l'époque. D'ailleurs, Anspach et Haussmann ont communiqué ensemble, on le sait par les textes. Et en réalité, le projet de Anspach est vraiment d'adapter la ville de Bruxelles à la modernité qui est en train de s'installer. Et du coup, voilà, de réécrire complètement le centre-ville et de faire disparaître cette ancienne zone industrielle du Moyen-Âge qui n'a pratiquement pas changé de physionomie en réalité. C'est toujours des petites ruelles qui sont, aux yeux du 19e siècle et de la modernité, franchement très très peu pratique évidemment. Donc ça va être une opération de très grande envergure, comme Bruxelles en a l'habitude d'ailleurs. On est évidemment sur notre piétonnier ici. Vous repérez peut-être au fond de l'image d'ailleurs une silhouette connue, c'est l'église qui est aujourd'hui l'église de la Trinité, qui était le temple des Augustins, qui était sur la place de Beaucaire. Donc là, vous avez une petite idée. Alors, parlons un peu de ce voûtement, justement. Vous avez plusieurs conduits en briques qui sont ici, par lesquels, enfin deux en réalité, par lesquels la Seine passe. Et puis sur les côtés, il y a d'autres conduits qui sont là, le réseau d'égouts de Bruxelles. Voilà. On a souvent dit aussi, c'est peut-être important de le rappeler, que les épisodes de choléra qui ont été assez fréquents en fait à Bruxelles au 19e siècle avaient vraiment poussé la ville à prendre des décisions de voûtement. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait complet, puisqu'en réalité, même sans rivière, il n'est pas impossible qu'on aurait fait une haussmannisation du centre. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a un autre quartier à Bruxelles qui a subi plus ou moins le même sort, c'est Notre-Dame-aux-Neiges, donc ça c'est sur les hauteurs du Pentagone, autour de l'actuel Cirque Royal. Et bien là, on a aussi détruit un quartier ancien pour faire un urbanisme contemporain de cette fin du 19e siècle, et on n'a pas eu besoin de rivière pour le faire. Donc il y avait effectivement l'idée de faire reculer cette zone industrielle vers les extérieurs de la ville, vers le canal qui, comme je vous le disais, a remplacé la Seine, a remplacé la rivière. Voilà. On en arrive au résultat de cette haussmannisation avec donc toute une série de nouveaux bâtiments emblématiques, des grands hôtels, l'hôtel Continental qui est là dans l'image, l'hôtel Métropole qui est à côté, il y a la bourse qui est créée, il y a les halles centrales, donc un marché couvert, il y a le palais du Midi, etc. Donc c'est vraiment une nouvelle ville qui émerge sur
les cendres ou les décombres en réalité de cette ancienne zone médiévale où coulait la Seine auparavant. Et alors, cette fontaine, elle était sur la place de Brouckère, elle a été déplacée, elle existe toujours et vous la connaissez. Et on a ici, j'avais envie d'attirer votre attention là-dessus, on a donc De Brouckère dans son médaillon, pardon, qu'est-ce que je raconte? Jules Anspach dans son médaillon ici. Et en dessous, qui est-ce? Eh bien, c'est la Seine elle-même, figurée sous la forme d'une jeune femme nue. C'est assez typique du 19e siècle et du 20e siècle. Et donc voilà, elle est en fait prisonnière d'une voûte. Alors c'est presque voilà, j'ai presque de la compassion pour elle quand je la vois comme ça. C'est une prisonnière qui est dans la ville. Peut-être que Benjamin Thiébaut, qui répondra à nos questions après, aura un jour un monument à sa gloire avec la Seine qui détruit ses chaînes et qui se libère. C'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. Alors, j'avance encore dans le temps. Voici la Seine dans son état d'avant le voûtement de 1867. Vous voyez qu'il y a un corps principal de la rivière et puis un bras secondaire et que ces deux bras sont reliés. Et donc, le voûtement, voilà ce qu'il fait. On n'a donc plus du tout le tracé de la Seine, hein, pour ceux qui en doutaient. D'ailleurs, parfois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais si on rouvre la Seine, peut-être qu'on va retrouver une sorte de Bruxelles médiévale avec des petits ponts et des ruisseaux. » Non. Hein. L'idée de rouvrir la Seine ne concerne pas du tout le Pentagone. Et d'ailleurs, ça n'aurait vraiment aucun sens de recréer une ville médiévale alors qu'on s'est employé à la détruire il y a un peu plus de 150 ans. Seulement, en 1871, donc au moment que nous voyons ici, le travail n'est pas terminé. Il reste toute une partie de la Seine qui est à ciel ouvert. Donc, il va y avoir une deuxième campagne de voûtement qui va non seulement dévier la Seine, qui ne passera donc plus par en dessous des boulevards centraux, mais bien par les boulevards extérieurs. Et puis aussi, il y a toute la zone vers le nord et vers le sud qui vont, elles aussi, être déviées et voûtées. Donc, en 1955, on peut vraiment affirmer que la Seine est totalement anthropisée, souterraine. Il reste sur notre image, il y a juste une petite partie ici qui est restée encore à l'air libre jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais sinon tout le reste de ce que vous voyez avait été littéralement enfui, et c'est de ça qu'on va parler maintenant, évidemment. Alors le changement va venir de plusieurs paramètres, mais notamment celui-ci, puisque en l'an 2000, il y a une directive cadre qui est émise par l'Union européenne avec en ligne de mire la qualité de l'eau des rivières des membres de l'Union. Et donc Bruxelles va se retrouver de fait aussi soumise à des nouvelles exigences et des nouveaux engagements par rapport à la qualité de l'eau des rivières. Et le premier vrai moment, le premier grand changement sur le front de la Seine, le premier changement en fait décisif, eh bien c'est ceci. Voilà. Si vous n'avez jamais vu ce grand objet industriel qui est en plein milieu de l'image, c'est la station d'épuration du Nord. Voilà, c'est grand. Alors, la station d'épuration du Nord, elle n'a évidemment pas pour vocation de purifier la Seine. Hein, ça n'aurait aucun sens de faire passer cette rivière très polluée dans la station et de faire ressortir la rivière propre, mais donc vide de toute existence animale et végétale. Non, l'idée, c'est au contraire de purifier les égouts, les eaux usées. Donc, il y a plus ou moins la moitié des eaux usées de Bruxelles qui passent par cette station d'épuration, et donc l'eau est ensuite rejetée dans la Seine. Voilà, je vous montre une image. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble des égouts qui se jettent dans une rivière, eh bien, ça ressemble à ça. Vous avez ici la sortie des égouts et on voit l'eau brunâtre qui rentre dans la rivière et qui la pollue de manière très, très durable. Je dirais même qu'elle la pollue jusqu'à la mer du Nord, hein, puisque notre Seine, elle va continuer son chemin et terminer dans l'Escaut et dans la mer du Nord. Alors, c'est intéressant de voir que les rivières se défendent parce qu'elles comportent des bactéries qui, avec l'oxygène présent dans les rivières, vont dissoudre les composants polluants, mais seulement pour ce faire, les bactéries vont utiliser tout l'oxygène disponible. Donc, c'est comme si, en fait, on avait un corps ici avec des perfusions toxiques. Le corps se défend, mais il est extrêmement affaibli par ça. Et donc, il faut évidemment arrêter cet apport toxique pour pouvoir imaginer que la rivière se régénère. Mais c'est ce qu'il y a lieu ici. On a deux stations à Bruxelles, une au nord, à l'extrême limite de la région bruxelloise, près du canal, et l'autre au sud, du côté d'Anderlecht. Alors,
Voilà, je vous avais promis des bonnes nouvelles hein, sur cette conférence. Ben, en voici une première. Voici la station qui fonctionne et voici la rivière qui n'a plus ses égouts qui se déversent dedans. Ben, regardez, c'est le jour et la nuit. Je reviens en arrière pour le plaisir. On voit en fait ici la station qui est en cours de construction avec l'égout et puis ensuite, hop, un tout autre univers pour cette rivière, pour la Seine. Et d'ailleurs, d'autres conséquences ne se sont pas faites attendre, puisque une conséquence assez heureuse, c'est celle-ci, évidemment, le retour des poissons. Alors, évidemment, avant 2007, il n'y avait pas l'ombre d'un poisson, il n'y avait plus l'ombre d'un poisson dans cette rivière. Et en 2013, Bruxelles Environnement a fait un décompte et elle a trouvé un poisson, un seul poisson, qui était seul et probablement un peu perdu. Je crois que c'était une anguille, si je ne me trompe. Et quelques années plus tard, en 2016, on a refait un décompte et cette fois-ci, on a trouvé 200 poissons de 15 espèces différentes. Donc évidemment, ça fait plaisir de les voir, mais c'est aussi un indicateur très, très important de la qualité de l'eau. Et donc là, on a des épinoches, figurez-vous, qui sont donc des citoyens et des citoyennes bruxellois et bruxelloises aussi. D'ailleurs, c'est marrant de regarder la nature en ville. On ne sait pas vraiment si c'est eux qui sont dans notre rivière ou bien si c'est nous qui sommes sur leur berge comme ça. Regardez leurs yeux, je dirais plutôt que c'est la deuxième possibilité. Voilà, mais donc il y a de nouveau des poissons dans la Seine. Pas encore de quoi affoler le clan des pêcheurs à la ligne, mais il y en a déjà quelques-uns et ça devrait encore s'améliorer. C'est peut-être l'occasion de rappeler que la Seine va beaucoup mieux, mais qu'elle n'est pas encore, voilà, elle est toujours considérée comme une rivière en mauvais état, parce que notamment, il y a encore, en cas de forte pluie, des égouts qui se déversent dans la Seine. Donc, pour éviter d'inonder les caves des Bruxellois, en fait, il y a des mécanismes qui permettent aux égouts de se déverser dans la Seine. C'est un problème sur lequel Bruxelles Environnement est en train de travailler, mais il va falloir encore mettre beaucoup d'argent et d'énergie là-dedans. Il y a d'ailleurs une pétition, je le signale parce qu'ils m'ont demandé de le faire, de Canal It Up pour essayer de mettre un peu de pression pour que ça avance de ce côté-là. Voilà. Bon, ben là, voilà notre scène, chers amis. On est à Anderlecht. Alors regardez, on dirait qu'elle est éternelle et qu'elle a toujours été comme ça, qu'on n'a rien touché. Eh bien, en réalité, c'est tout le contraire. On a ici fait un travail assez spectaculaire qui ne se voit pas, comme tout travail bien fait, ça ne se voit pas, mais pourtant. Et on est donc au bord du boulevard Papsen, d'accord. Et c'est un des tronçons qui a été renaturé. Donc, on a accompagné, si vous voulez, le redéploiement de cette rivière en travaillant sur les berges. C'était un travail assez considérable. Il y a des vidéos qui sont visibles sur le net où vous voyez en fait la quantité d'énergie qui a été dépensée, des bulldozers qui remodèlent tout ça. Voilà, ben, je vais vous montrer un plan de coupe, voir comment ça marche. Alors, vous avez à droite, évidemment, le boulevard. Le problème de cette image, je dois bien être honnête, c'est qu'elle est très belle en photo. Quand vous êtes dans la réalité, il y a quand même un boulevard assez fréquenté à côté, mais passons. Donc, vous avez les voitures ici, et puis il y a la rivière, et la rivière a deux berges. Et il a fallu choisir, il a fallu prendre un parti pris pour la restauration de ce milieu naturel qui est quand même en milieu urbain, rappelons-le. Et donc, le parti pris, c'est de donner à la nature une berge et à l'être humain une autre berge. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça n'aurait pas de sens, évidemment, d'empêcher les Bruxelloises et les Bruxellois d'aller redécouvrir la rivière. Ça fait aussi partie du projet. Mais en même temps, si on laissait les humains partout, eh bien, la nature ne pourrait pas se redéployer. Et donc, c'est ce qui se passe ici. On a fait ce choix de laisser un côté complètement inaccessible à l'être humain pour avoir vraiment ce corridor écologique, pour avoir une zone où la nature peut, voilà, où les oiseaux peuvent nidifier, où certaines plantes peuvent s'épanouir, ce qui ne serait pas le cas si les humains venaient dessus. Voilà, alors d'autres mécanismes. Alors ici, j'ai fait une petite tricherie. On n'est pas sur le boulevard Papsem, c'est un autre endroit que j'ai choisi comme image, mais c'était parce qu'elle parlait très très bien. Pour redéployer le vivant dans une rivière, eh bien, on l'aide. Et l'aider ici, c'est notamment mettre ces toutes petites structures en pierre qui permettent en fait d'avoir des minuscules bassins qui sont des lieux qui sont à l'abri du courant, parce qu'une rivière, à l'état naturel, va faire des méandres, va créer différentes niches écologiques, et donc on aide la rivière à recréer ça. Hein, voilà, là-dedans, on pourrait avoir des poissons, des batraciens qui vont pondre des œufs, ce qui ne serait pas le cas évidemment dans l'eau vive. Donc c'est très très important d'accompagner la nature dans
dans cette recherche et dans cette renaturation, dans ce retour, en fait, de l'aider à se déployer un peu dans la rivière, dans la Seine. Alors, on est ici donc à Anderlecht, toujours. Ici, il y a la partie que je viens de vous montrer. On voit aussi ces petites structures dont je vous parlais, les petites structures en pierre, voilà. Et on voit aussi un méandre de la Seine. Alors ça, c'est assez intéressant, puisque les méandres, je vous le disais, sont extrêmement utiles pour la rivière. Et la Seine décrit ou a décrit dans son passé des zones, des bras morts. Hein, je vous le montre ici. Je l'ai peint en rouge. Alors ça, c'est toute une zone où en fait la rivière s'avance dans la terre et crée une sorte d'impasse. Et c'est des zones qui sont extrêmement riches d'un point de vue écologique. Et donc, il y a tout à fait lieu, quand c'est possible, de recréer ces zones-là. Et c'est donc une des phases prochaines, une des phases qui est en projet ici. On est à côté d'un endroit très, très mignon qui s'appelle les potagers de la Seine, si je ne m'abuse, et c'est ça. Et donc, on va recréer ici une zone qui sera donc extrêmement riche d'un point de vue de la biodiversité. Voilà. Ça va toujours parce que, évidemment, nous n'avons pas d'interaction, mais j'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors, j'en arrive peut-être au projet le plus important, le plus médiatique aussi, c'est Max sur Seine. Alors, pourquoi c'est le plus important? Parce que déjà, c'est un tronçon qui est assez long, près de 700 mètres, et aussi parce que c'est un tronçon qui est pratiquement au cœur de ville. On est ici juste à la sortie du Pentagone. Je vais vous montrer où est-ce qu'on est. On est dans cette zone-ci, voilà. C'est le parc Maximilien actuel. Alors, c'est une zone qui a été extrêmement chahutée dans l'histoire urbanistique de cette ville. Bruxelles qui est déjà une zone très chahutée urbanistiquement par nature, donc on a vraiment le chahut du chahut ici. Alors pour faire court, je fais parfois des petits montages sur les visites de mon voisin. Si jamais vous aimez ça, vous pouvez toujours venir suivre la page. Je pose ça là au passage. En fait, dans la zone ici, on a eu le premier canal de Bruxelles, hein, donc le canal de Willebroek qui rentrait dans Bruxelles par la porte du rivage. À côté, l'allée verte qui était le lieu de rencontre du tout Bruxelles du 18e et du 19e siècle. Et puis après, on a le garage Citroën qui s'est installé. On a refermé le canal. Il y a eu un héliport pendant les années 50 et 60. Voilà, à 1200 mètres de la Grand Place, il y avait à Bruxelles un héliport. Vous avez ici un hélicoptère de la Sabena. Et donc voilà, tout l'espace ici, en réalité, c'était l'espace qui a été à un moment donné dévolu à l'héliport. Et donc pourquoi est-ce qu'on rouvre la Seine là? Très simplement parce que c'est l'endroit où la Seine passe dans un parc, donc dans un espace ouvert. On ne doit pas détruire quoi que ce soit pour la remettre à ciel ouvert. Voilà. Alors, je vais rentrer un peu dans le projet que voici. On a de nouveau notre parti pris de base qui est d'avoir une berge qui est pour les êtres humains et l'autre berge qui est protégée. Seulement, on a un problème au parc Maximilien, c'est que la Seine est assez basse par rapport au niveau actuel du parc. Donc, il faut creuser. Et donc, ça prend de l'espace de creuser. Et donc, si on avait voulu faire un profil en V de deux berges qui soient vraiment symétriques, on aurait dû consommer énormément d'espace, pratiquement 40 mètres. Donc, autrement dire, utiliser tout le parc pour mettre cette scène dans des bonnes conditions. Donc, ici, on a en fait décidé, quand je dis on, c'est Bruxelles Environnement en première ligne évidemment, de faire ce mur ici, et donc une zone qui est tout à fait inaccessible à l'être humain. Voilà, c'est curieux. C'est toujours amusant de voir comment les paysagistes vendent aussi les projets comme ça. Vous avez un héron qui va venir vous parler avec des oiseaux. Il y a quelque part une montgolfière ici. Et ce qui est un peu curieux, c'est qu'on a ce personnage tout seul et un autre en face qui a l'air de faire je ne sais pas quoi, mais une curiosité de cette image. Mais je referme la parenthèse. Voilà, alors je vous montre un peu un plan de coupe pour voir comment ça fonctionne. Alors, première surprise en voyant ça, c'est que certes, on réouvre la Seine, mais en fait, on ne la réouvre pas. On crée un nouveau lit qui est ici, et le pertuis de la Seine, donc ce coffrage en béton, en fait, reste à l'endroit où il se trouve actuellement. Il n'est pas détruit parce qu'en réalité, on va l'utiliser comme bassin d'orage. En fait, si jamais il y a justement de l'excès de pluie et que, voilà, pour éviter des inondations, en fait, l'eau de la Seine peut aussi passer par ce conduit. Je vous rappelle que la Seine a la
capacité, si je puis dire, de varier énormément de débit. On peut passer en 2 heures de 3 mètres cubes seconde à 30 mètres cubes seconde, c'est 10 fois plus en 2 heures. Donc, effectivement, il faut veiller à avoir de l'infrastructure pour empêcher les inondations. Alors, vous voyez bien aussi, en fait, l'espace que ça prend, cette berge douce dont je vous parlais, et de l'autre côté, la berge qui est tout à fait verticale. Voilà, encore une petite image du futur projet. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, avec ce projet, c'est que il va créer un précédent, en fait, dans la Seine. Pour le moment, même les projets de renaturation des berges ont été relativement peu visibles à l'heure actuelle. Il y a plein de gens qui ignorent à peine qu'ils ont existé ou qu'ils existent. Je pense que ça va changer, notamment pour vous tous ce soir. Mais donc ici, on va avoir enfin une vision assez concrète de la rivière et des bienfaits qu'elle peut apporter. Apparemment aussi, parmi les vieux Bruxellois qui ont connu avant 1955 la Seine à ciel ouvert dans le quartier nord, eh bien, voilà, la Seine a laissé des très, très mauvais souvenirs puisque dans les années 50, elle était peut-être au sommet de sa pollution visible avec des rats, des odeurs terrifiantes, etc. Et donc, ici, les Bruxellois et les Bruxelloises vont pouvoir redécouvrir le fait que la rivière est un lieu en fait d'émerveillement, au-delà de la question de la biodiversité. Peut-être que c'est aussi intéressant de se rappeler qu'on met des lacs et des étangs dans les parcs, c'est pas pour rien, c'est parce que notre cerveau reptilien réagit très positivement à la présence de l'eau. Pour nous, l'eau, pour un groupe d'êtres humains, c'est la survie en réalité, l'eau. Même si aujourd'hui, on ne boit plus l'eau du bois de la Cambre, on est très, très content d'avoir évidemment un étang à cet endroit-là. Voilà. Ok, je vous montre encore une image. De nouveau, il y a un chat, ce qui est une curiosité. Il n'y aura probablement jamais de chat à cet endroit-là, mais ça n'est pas grave. Donc voilà, vous avez bien cette découpe. On voit vraiment très, très bien ici les deux versants de la rivière. Alors, j'ai fait communiquer deux projets qui, en réalité, sont en miroir l'un de l'autre. Donc, d'un côté, vous avez ici Jules Anspach, qui est donc le bourgmestre qui a présidé au voûtement de la Seine en 1867. Et puis, de l'autre côté, on est dans une zone qui, finalement, est en train de vivre une destinée relativement similaire. C'est-à-dire que toute la zone ici, c'est une zone industrielle. En témoigne encore voilà, le bâtiment Citroën, tous les entrepôts qu'il y avait ici. Le canal, bien entendu, c'est la zone industrielle. Et en fait, cette zone industrielle est en train d'être repoussée vers les extérieurs de la ville. Ça, c'est un mouvement qui est très, très fréquent en urbanisme. Chaque fois, on agrandit les infrastructures et on les repousse vers l'extérieur. Et donc, toute cette zone-là, cette ancienne zone industrielle est en train d'être totalement réécrite. Alors, si vous connaissez, bien évidemment, vous connaissez Tour et Taxi, c'est une ancienne gare ferroviaire liée aux marchandises. Elle est en train d'être totalement réhabilitée, mais dans un mode très, très luxueux en réalité. Il y a toute une série de bâtiments ici le long du canal qui sont des appartements de standing. Donc en fait, il y a vraiment un changement de sociologie totale qui est en train de s'opérer ici. Et en réalité, on constate que Anspach avait fait la même chose. Sauf qu'Anspach l'a fait en fermant la rivière. Alors ici, est-ce qu'en ouvrant la rivière, on n'a pas aussi finalement un miroir inversé, puisque la rivière aujourd'hui porte en elle une connotation très, très positive. Alors, je ne mets évidemment pas Bruxelles Environnement sur la table des accusés, mais c'est une question qui est assez intéressante. D'ailleurs, toujours, j'aime bien faire de l'analyse d'images. Ça, c'est une image qui est déjà ancienne, qui est un petit peu fantaisiste, je vous avoue, et vous voyez que la Seine qui coule ici est pratiquement aussi large que le canal, et elle est assez haute, donc ça ne correspond évidemment pas du tout à la réalité. On l'a peut-être pas bien vu sur les images, mais on va aussi de manière assez légère, mais créer du mouvement dans cette rivière, dans le parc Maximilien, donc un peu remettre des méandres légers, mais des méandres quand même. Voilà, ça méritait d'être souligné tout ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bruxelles, c'est un site assez extraordinaire où vous avez des photos aériennes de notre ville à travers le temps. Et ici, je vous en montre trois différentes d'un site qui se trouve tout à fait au nord aussi de Bruxelles, à côté du canal. Alors, vous voyez la Seine qui est là, à côté d'un site pétrolier,
Alors, la Seine est encore apparente à ce moment-ci. En 1996, la Seine a été voûtée. C'est-à-dire qu'on a encore dans cette ville voûté la Seine à la toute fin du XXe siècle. C'est quand même assez extraordinaire. On ne ferait plus du tout ça aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a voûté? Parce qu'il y avait un risque de pollution de la part du site qui était exploité par Exxon. Exxon qui n'est quand même pas non plus un repère d'écologistes, comme vous le savez. Et donc, au lieu en fait, de contenir d'éventuelles pollutions du site industriel, on a préféré voûter la Seine. C'est quelque chose qu'évidemment, on ne ferait plus du tout aujourd'hui. Quelques années plus tard, on est ici en 2012, Exxon a quitté les lieux et donc on a une friche industrielle et à côté, la Seine qui est cette fois-ci complètement recouverte. Alors, je vais faire un test parce que je pense qu'on n'a pas testé ça. J'avais envie de vous montrer une vidéo. Ça fera une petite respiration dans cette conférence où je ne fais que parler jusqu'à présent. Alors, ce site en question, il a été lui aussi rouvert et je vais voir si ça marche. Je dirais que oui. Je me tourne vers mes collègues. Est-ce qu'on voit cette image? Oui. Est-ce que si je mets un peu de son, ça fonctionne? Ça, je ne sais pas. C'est pas grave. Et vous m'entendez toujours? Super. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? On commence par évidemment enlever la terre qui se trouve sur ce caisson en béton, n'est-ce pas? Et puis on détruit. Hein? Ah, la vidéo ne tourne pas, ça c'est vraiment très très dommage évidemment. Comment est-ce que je pourrais la faire tourner? Je pense que je vais mettre un lien sur la vidéo et que vous allez aller la voir après parce que je ne sais pas si j'ai... Ouais, très bien, merci. Voilà. Eh ben, en fait, c'est pas que j'avais prévu le coup, mais presque. Je vais revenir un petit instant. Voilà, les machines, il faut toujours qu'à un moment, elles ne répondent pas du tout à ce qu'on veut, c'est la nature même de ces machines. Voilà, donc je vous montre en tout cas, c'est bien, j'avais prévu des images. Ça, c'est la situation avant le dévoûtement, donc la réouverture de cette partie, et voici la situation après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc on a évidemment cassé le caisson en béton, on a totalement remodifié les berges pour les renaturer, mais par contre, à cet endroit précis, il a été décidé de garder le fond du caisson en béton parce qu'il a une fonction, en fait, c'est de protéger la rivière des polluants éventuels qui se trouvent dans le sol à cet endroit-là. Voilà. Regardez l'heure qu'il est. Très bien. Alors, un autre projet, celui-ci est encore à l'étude. Ne nous emballons pas, mais voilà, on est au musée des égouts. Alors, le musée des égouts, dont la directrice est d'ailleurs ici à mes côtés, qui est un endroit à voir absolument et qui a donc cette exposition Scène du crime pour le moment. Et donc, en dessous du musée des égouts, qui est donc à la porte d'Anderlecht, il y a la Seine qui passe et l'opportunité aussi de réouvrir la Seine à cet endroit-là. Alors, ça n'est pas une mise à ciel ouvert, puisque l'espace est trop petit, donc on parle ici d'une mise en perspective. Okay, alors, pourquoi est-ce qu'on fait une mise en perspective ici? Effectivement, on a notre cahier des charges, on a la possibilité de le faire parce qu'il n'y a rien au-dessus. Mais l'espace public est un espace très disputé et très partagé par différentes fonctions et différents usages. Et si vous fréquentez ces lieux entre le 15 juillet et le 15 août, eh bien, vous savez qu'il y a la foire du Midi qui prend place sur le terre-plein de ce boulevard. Et donc voilà, ça fait partie évidemment des complexités de parvenir à ouvrir la rivière sans empiéter sur d'autres usages. Vous voyez aussi que la rivière est assez profonde de nouveau, donc il faut faire un aménagement, comment dirais-je, en gradin pour pouvoir aller direct, pour pouvoir descendre doucement vers la rivière. Et puis de l'autre côté, vous avez de nouveau cette berge qui, malgré tout, est totalement isolée de l'être humain. De nouveau, toujours ce même parti pris pour la rivière la Seine. Alors voilà, une image un peu plus globale. Vous avez le musée qui est là, l'ouverture, et puis quand même un terrain de basket parce qu'il y a toujours des gens qui jouent là. Et si jamais vous lancez votre ballon dans la rivière, vous pourrez probablement courir très très vite jusqu'au parc Maximilien et récupérer votre ballon. Ce sera une bonne chose. Mais je pense que la Seine, il y a quand même beaucoup de courant. À partir du moment où il pleut, le courant est assez intense. Je me tourne discrètement vers Benjamin qui acquiesce. Très bien. Voilà, alors, il y a d'autres possibilités dans le fait de faire voir la Seine. Il y a d'autres manières de faire des mises en perspective. Alors, celle-ci, c'est une manière un peu plus légère en termes d'infrastructure, c'est le moins qu'on puisse dire.
on a ici au premier plan vraiment un puits de vision sur la Seine, c'est-à-dire que on permet au public de voir la rivière depuis la rue, et donc ça c'est créé en fait une expérience sensible de la rivière, même si elle n'est pas là de manière comment dire, tonitruante, elle est présente. Et ça, évidemment, ça a tout son intérêt. Il y a la version juste visuelle, donc on peut voir la Seine, on fait aussi rentrer de la lumière dans la Seine, et bien, ça a toujours de l'intérêt de faire rentrer de la lumière dans une rivière, même si c'est un tout petit moment. Vous savez que c'est très, comment dire, euh, euh, une rivière qui passe par un tube en béton, elle se retrouve très, très abîmée, évidemment, hein. Donc, voilà. Il y a une autre possibilité aussi, c'est de faire entendre la rivière. Donc là, on crée une sorte de borne métallique avec les clapotis de l'eau. Ben, ça fait partie de cette même idée de rendre la rivière sensible aux Bruxellois. Et ça a du sens, notamment dans les espaces où il n'y a pas du tout assez de place pour, pour mettre la Seine à ciel ouvert. Voilà, j'y arrive. Alors, sur le tracé justement de la Seine entre le musée des égouts et sa partie Saint-Gilloise-Anderlechtoise, il y a quelques petits espaces comme ça, on pourrait imaginer. C'est aussi à l'étude de remettre la Seine, enfin de faire des mises en perspective comme celle-là, notamment au square de l'Aviation. C'est trop petit pour faire quelque chose de profond. Donc voilà, ce sont des options qui sont assez intéressantes et qui sont évidemment sur la table. Bien, j'en arrive peut-être au dernier grand chantier potentiel de la Seine. Alors ici, on est aussi encore dans les prémices du projet, mais peut-être que Benjamin Thibault pourra nous en parler plus spécifiquement après. On est à Bruxelles Formation. Alors, qu'est-ce que c'est Bruxelles Formation? C'est un ancien site industriel lié au chemin de fer, bien sûr. On voit encore la trace de tous les rails. Et ces chemins de fer, voilà, ont disparu à mesure que le transport routier a pris le relais. Et donc, on a la Seine, elle est là, regardez, on la voit ici, et puis elle disparaît sous une zone industrielle. Et on a tout cet espace de Schaerbeek Formation qui pourrait effectivement accueillir un très long tronçon de la Seine à ciel ouvert. Alors, il faudrait évidemment de nouveau dévier la Seine de son tronçon original. On ne va pas la faire passer là où elle était et demander à tous les industries de déménager, mais voilà. Seulement, un problème une fois de plus, puisque rouvrir la Seine, c'est globalement faire face à des problèmes et des conflits urbanistiques assez permanents, c'est que la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet espace à terme, hein? Certes, on peut rouvrir la Seine, mais voilà, si la région bruxelloise était dirigée par des ornithologues, on ferait évidemment une réserve naturelle à cet endroit-là, mais c'est peu probable puisque le foncier est ce qui est de plus rare et de plus précieux. Au passage, je vois quand même ici une autre réserve foncière, mais c'est un détail. L'idée, effectivement, c'est que le projet ne pourra exister et être défini que quand on pourra savoir quelles sont les intentions d'un point de vue urbain de la collectivité ou de la région par rapport à cet endroit-là. Mais en tout cas, on a ici une opportunité de ouvrir la Seine sur pratiquement 1 kilomètre. Donc ça va être évidemment extrêmement positif. Je vous rappelle aussi, parce que je ne l'ai pas dit, que les engagements pris par la région bruxelloise par rapport à la qualité de l'eau de la Seine, ils sont aussi contraignants. Et il y a une date butoir de 2027 qui a été fixée par l'Union européenne. Et donc, il faut vraiment avancer sur le projet de la Seine, je dirais même sous peine d'astreinte. Voilà. Alors, il y a la Seine à l'air libre, mais il y a aussi les traces de la Seine dans la ville. Hein, tous ces bras de la Seine qui ont été détournés et voûtés ont laissé des traces en négatif, si vous voulez. Et ces lieux sont très, très intéressants aussi, de nouveau, pour recréer une expérience sensible de la Seine et de l'histoire de la Seine. Donc, elle est passée par là, même si elle n'est plus là. Et donc, il y a la possibilité, comme ça a été fait ici dans le nord de Bruxelles, de faire des parcs linéaires qui suivent l'ancien tracé de la rivière. Alors, c'est assez joli, beaucoup de bois. C'est très récent, hein. Ça, c'est un projet qui a été, si je ne m'abuse, terminé en 2016. Et donc, nous avons ici la Seine dans le nord, dans le quartier nord. Alors ça, cet endroit a été totalement détruit. Ce serait aujourd'hui sous le boulevard Léopold II. Qu'est-ce que je raconte? Albert II. Et donc voilà, on voit en fait la Seine qui passe, hein, au milieu de bâtiments relativement industriels, mais il y avait quand même aussi des habitations. Dans les années 50, ça devait être effectivement assez
dantesque d'habiter là. Et donc, cet espace que vous voyez, c'est pratiquement le même que celui-ci, c'est pas au même endroit, mais voilà. Donc, ça montre aussi ce qu'il y a moyen de faire. Et donc, du coup, ce qui est curieux, c'est que à cet endroit-ci, on a d'une part la trace en négatif de la Seine dans son tracé originel, et puis on a le voûtement de la Seine des années 50 avec ce double conduit dans le parc Maximilien qui existera toujours, et puis encore le nouveau lit de la Seine réouvert. Donc en fait, on a trois Seines qui sont en parallèle pratiquement, trois présences en tout cas de la Seine dans notre ville. Voilà. Ça, je vous ai montré. Bien, eh bien, j'arrive tout doucement au bout de cet exposé. Comme on m'avait demandé de tenir ça en 45 minutes, c'était un défi terrifiant, mais je constate avec joie que j'y suis plus ou moins parvenu. Et on va clôturer ça avec quelques cartes assez enthousiasmantes aussi. Alors, voici la Seine à l'heure actuelle qui traverse la région bruxelloise, donc avec tous les détournements et les voûtements qu'on lui connaît. Et le premier stade de notre histoire, ça a été donc ces deux stations d'épuration qui sont ici en jaune, tout au nord et tout au sud. Ça a été le point de départ d'une sorte de reconquête du vivant dans la Seine aussi, et aussi la condition sine qua non pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre la Seine à ciel ouvert, puisqu'on n'allait pas ouvrir quelque chose qui ressemblait encore à un égout. Et puis ensuite, on a au jour d'aujourd'hui, en 2022, les tronçons où la Seine est à ciel ouvert, qui sont en bleu ciel ici. Okay. On avance, on se retrouve avec le parc Maximilien. Alors, travaux en 2023 et fin des travaux en 2025, si mes informations sont bien justes et bien les dernières, puisque vous savez que ce genre de travaux sont quand même assez complexes à mettre en œuvre. Et on continue, Scarbeck Formation, c'est dans cette zone-là. Et on continue encore, on arrive avec des points de mise en perspective. Alors, c'est un peu schématique ici, mais dans cette zone-là, en tout cas, il y en a plusieurs. Et donc, on sera passé en quelques années d'une scène qui est pratiquement totalement couverte sur la région bruxelloise, à 2/3 en tout cas, à une scène qui sera tout à fait visible, tout à fait palpable pour nous tous, pour tous les Bruxellois et les Bruxelloises. C'est quand même une très bonne nouvelle. Voilà. Il me reste à remercier, bien entendu, le musée de la ville de Bruxelles qui a organisé cette conférence avec le musée des égouts. J'étais évidemment très content d'être dans ce lieu chargé d'histoire, puisqu'on est effectivement là, précisément, sur la Grand Place. Ça devait être une conférence en présentiel, mais voilà, on a jugé opportun de la faire quand même ici. Il y a une exposition qui est en cours. J'ai d'ailleurs juste à mes côtés ici un tableau qui est une des acquisitions récentes du musée et qui montre le marché au beurre qui se trouvait donc à l'endroit où se trouve la bourse actuelle en plein centre-ville. N'hésitez pas à venir voir tout ça. Et voilà, je vais vous remercier évidemment de votre attention et je vais inviter à mes côtés Benjamin Thiebaud qui va donc pouvoir répondre à nos questions. Bonjour Benjamin. Bonjour Gaspard. Avant de répondre aux questions, oui. Merci Gaspard pour cet exposé tout à fait complet. C'est gentil. Je ne vous cache pas, chers amis, que je suis ici donc à côté de la personnalité numéro 1 de la Seine à Bruxelles, j'arrête, la directrice du musée des égouts, Bruno Berkmans, qui travaille ici. Voilà, donc entre les fines lames de la question de la Seine à Bruxelles. Donc voilà, je suis ravi d'avoir été validé en l'occurrence. Magnifique. J'ai déjà noté une partie des questions qui ont été posées. Bruno, je suppose que tu veux les remettre en contexte au fur et à mesure. Oui, alors il y a eu une réaction de la part Ah, voilà, on dit qu'on ne m'entend pas. Merci Marie-Claire. Non, merci Béatrice. Donc voilà, donc il y avait beaucoup de commentaires positifs de la part du public, beaucoup d'éloges par rapport à la présentation de Gaspard, par rapport à ses montages et ses dessins. Et alors, quelques questions qui nous ont été posées. Pourquoi ne pas
pourquoi ce n'est pas censé de purifier, pourquoi ça n'a pas de sens de purifier la Seine, pardon. Donc, pour cette question, comme l'a expliqué Gaspard, l'intérêt de la station d'épuration et des travaux qui ont été menés depuis, on va dire, une grosse vingtaine d'années à Bruxelles, c'est de prendre l'eau usée et de la traiter directement pour rejeter l'eau usée épurée, donc propre, vers la Seine. Pourquoi on ne prend pas l'eau de la Seine, qui était l'égout? Mais comme l'a souligné Gaspard, le but, c'est d'avoir de la vie dans la Seine et que la vie puisse revenir. Si on la fait passer dans une usine pour traiter l'eau, on tue la vie qui peut y avoir dedans et qui s'y développe. Ça, c'est une chose. Et en plus, on a un problème d'efficacité. Parce que c'est des usines qui fonctionnent bien quand on a une eau qui est fortement, alors en termes techniques, on dit fortement chargée, pour faire simple, qui est fortement polluée. Et donc, plus cette eau est diluée, moins bien la station d'épuration fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt à prendre directement, je dirais, à connecter directement l'égout à la station d'épuration pour traiter l'eau. Je vais compléter. En fait, comme le disait Gaspard, les organismes qui sont présents dans l'eau, en fait, après vont épurer les polluants, j'ai envie de dire résiduels, naturels qui arrivent dans l'eau, et la rivière va se revitaliser d'elle-même et se régénérer d'elle-même. Donc, il y a une épuration qui se fait dans l'eau, mais pour les polluants qui sont encore présents, et plus ceux qu'on apporte de façon artificielle. Auprès de l'écran. Alors, merci Benjamin. Voilà, donc certains auditeurs nous disent, voilà qu'on ne te voit pas très bien. Donc, c'est chose faite. Merci. D'autres questions? Donc, est-ce qu'il y a une coordination entre le réaménagement du canal et le découvrement de la Seine? Y a-t-il des connexions, une réflexion commune? C'est une large question. Alors, on va les prendre par une coordination. Oui, il y a une coordination entre Bruxelles Environnement et le port. On a des échanges très réguliers pour parler de nos projets respectifs et voir comment on les coordonne. En termes de connexion purement hydraulique, donc il y a une connexion, l'eau de la Seine peut aller vers le canal en cas de forte crue. Quand il y a beaucoup de pluie, en fait, le canal protège Bruxelles des inondations de la Seine. Ça, c'est une connexion physique. Et après, effectivement, dans les projets de la Seine et dans le cadre notamment des projets qui sont défendus par ESCO Sans Frontières, Coordination Seine de renaturation du canal, après, ça sera la nature qui fera les connexions d'elle-même. On peut avoir des oiseaux qui passent du canal à la Seine et inversement. Pour les poissons, c'est plus difficile parce que les connexions ne sont pas si évidentes. Mais voilà, donc là, il y a une connexion qui se fait de ce sens-là et une coordination au niveau institutionnel qui se fait entre Bruxelles Environnement et le port. Moi, j'ai une question aussi, tiens, je vais me permettre. En fait, parce qu'on n'a pas parlé, est-ce qu'il y a des projets qui touchent à une forme même légère de renaturation du canal, en fait, ou de naturation du canal? Ouais. Ouais. Et donc, le port de Bruxelles, il ne faut pas oublier que le canal et le port de Bruxelles ont avant tout une vocation économique, à laquelle ils tiennent très fort et à laquelle le gouvernement tient très fort également. Cependant, au vu des nécessités de renaturation, enfin de biodiversité et aussi de qualité de l'eau du canal, parce que le canal est aussi soumis à la même directive que la Seine, il y a des efforts qui doivent être faits en termes de renaturation et d'amélioration de la biodiversité. Et donc, il y a des projets que porte le port de Bruxelles actuellement, notamment de création d'îles flottantes sur le canal. Et ces îles permettent à la fois de filtrer l'eau grâce aux racines des plantes qui seront dans l'eau, donc une phytoépuration, comme on appelle ça, une filtration par les racines, mais aussi de cache et d'abri à la fois pour les poissons qui sont dans le canal, donc dans les racines, et à la fois pour les oiseaux qui peuvent nicher sur ces îles flottantes. Merci. Ah oui, il y avait notamment des questions sur les budgets quand Gaspard a évoqué Maximilien. Donc, c'est un projet qui rentre dans le cadre, je suppose que beaucoup d'entre vous ont entendu parler des contrats de quartier durable. La région, il y a quelques années, s'est dotée d'un super contrat de quartier durable qui s'appelle le CRU, le contrat de rénovation urbaine. Et le projet Max sur Seine rentre dans le cadre du contrat de rénovation urbaine numéro 1. Et Bruxelles Environnement et la région ont bloqué des fonds qui doivent être dépensés quelque part à l'horizon 2023. Donc le projet Maximilien sera
s'assure qu'il sera réalisé, puisque ces fonds sont là, sont bloqués pour réaliser ce projet. En termes de montant, le projet du parc Maximilien, qui est un grand projet, parce qu'on parle, là on a parlé de la Seine, il y a aussi le réaménagement de la ferme du parc Maximilien, il y a aussi des réaménagements sur les voiries. On parle d'un budget estimé aujourd'hui à peu près entre 15 et 20 millions d'euros. Et donc, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, les travaux devraient commencer fin 2023 pour se terminer mi-2026, début 2026, mi-2026. En termes de budget, par exemple, la mise à ciel ouvert qu'on a vue dans le nord de Bruxelles, la vidéo dont vous pouvez voir le lien sur Internet, pour donner un ordre d'idée, on est sur une remise à ciel ouvert de 200 mètres à peu près, et pour un budget de 2 millions d'euros. C'est des investissements que Bruxelles Environnement fait pour améliorer la qualité de l'eau de la Seine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? C'est une question qui nous est posée. Est-ce que, bon, c'est super, ces projets qui redonnent de la place à l'eau, qui manquent tant à Bruxelles. Est-ce qu'il y a des projets similaires pour d'autres rivières ou ruisseaux de Bruxelles? Et on le cite ici le Malbec, par exemple. Oui. Donc, c'est une question intéressante. Et pour tout vous dire, Gaspard m'a posé exactement la même question lors de nos échanges. Alors oui, il n'y a pas que la Seine à Bruxelles, c'est très important de le souligner. On a beaucoup d'autres cours d'eau qui ont à peu près tous malheureusement la même histoire que la Seine. C'est-à-dire qu'ils ont, au fur et à mesure de l'urbanisation de Bruxelles, beaucoup ont disparu. Il y a quelques années, la première mise à ciel ouvert de cours d'eau qu'on a eu à Bruxelles, c'est la Wolu. Donc, ce n'est pas la Seine, c'est la Wolu, a été mise à ciel ouvert fin des années 90, début des années 2000 déjà. On a des projets encore sur la Wolu pour améliorer encore sa qualité et son linéaire mise à ciel ouvert. Pour revenir au Malbec, alors je suppose qu'on parle du Malbec rive droite, parce qu'il y a deux Malbec à Bruxelles. Donc le Malbec rive droite, malheureusement, c'est un petit cours d'eau. En termes de débit, on peut le comparer au Molenbeek, par exemple. Mais qui a été, dès ses sources, qui a été remplacé par un égout. Et donc, même aujourd'hui, quand on a la volonté de retrouver ces sources, c'est très compliqué parce qu'il y a tout de suite un mélange entre l'eau claire et l'eau sale, les égouts. Ça, c'est une première difficulté. La seconde difficulté, c'est que la ville s'est construite de façon très dense au-dessus de ce Malbec. Et donc, quand on regarde les possibilités de mise à ciel ouvert, c'est quasiment impossible, si ce n'est de détruire des quartiers ou des maisons. Voilà. C'est très compliqué. Et alors, il y avait une partie de la question aussi par rapport à la confluence entre le Malbec et faire un monument ou quelque chose pour symboliser. Mais de fait, l'histoire de ces cours d'eau, c'est que quelque part, historiquement, on s'est retrouvé sur des cartes où était la confluence, mais il n'y a plus de cours d'eau à ces endroits-là. Que ce soit la Seine ou le Malbec ont tellement été déplacés dans leur histoire que faire un monument à cet endroit-là, on ne pourrait même plus faire un monument avec de l'eau. Merci Benjamin. Alors, ici, je vois d'autres questions vont dans le sens comment protéger les parties à ciel ouvert accessibles au public pour que cela ne redevienne pas des égouts à ciel ouvert? Où pourrons-nous un jour nous baigner dans la Seine? C'est deux questions très intéressantes. Alors, pour la première, je pense qu'il y a quand même un changement fondamental, comme Gaspard l'a dit à plusieurs reprises. Il y a un changement de mentalité et de paradigme qui fait qu'aujourd'hui, il n'est plus envisageable de couvrir un cours d'eau, c'est déjà un point important. Par rapport à la qualité de l'eau et au rejet, mais ça fait maintenant quelques années, voire même quelques dizaines d'années qu'on a des outils comme les permis d'environnement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais qui permettent en fait de contrôler ce qui arrive dans le cours d'eau. Et voilà, en plus du statut, du grade de gestionnaire de cours d'eau, moi-même et mes collègues, on a le grade d'inspecteur de cours d'eau. Et donc, si jamais on constate un rejet illégal dans le cours d'eau, même que ce soit un raccordement d'eau usée directement dans le cours d'eau ou quelqu'un qui jette je ne sais quoi dans le cours d'eau, on a les moyens légaux de le pénaliser et de le poursuivre en action. Donc, voilà, on a les outils maintenant pour protéger le cours d'eau. Et on se donne les moyens de le faire.
C'était la première partie de la question. La deuxième, j'ai oublié. Ah oui, nager dans le cours d'eau. Alors, on a, comme le disait Gaspard, on est soumis, la Belgique et tous les pays européens sont soumis à respecter des normes en termes de qualité de cours d'eau. Cependant, les normes de qualité pour la baignade vont encore au-delà de la nécessité de qualité de cours d'eau. Vous comprendrez bien qu'un poisson peut se baigner dans une eau un peu plus sale qu'un humain. Et donc, voilà, c'est là le grand défi. Et donc, nous, à Bruxelles Environnement, on a pris le parti on est bien conscient de ce besoin de baignade en nature. Et donc, ne pouvant garantir la qualité de la Seine sur la durée, parce que peut-être qu'un jour, on pourra se baigner, mais s'il pleut, par exemple, en Wallonie, et qu'on a des arrivées de boue, de sédiments, le lendemain, on ne peut plus se baigner parce que l'eau a une variabilité trop importante. Et donc, c'est plus facile de considérer une baignade, d'envisager une baignade dans un espace clos en eau, c'est-à-dire un étang. Et donc, c'est des projets qui sont en cours d'étude actuellement par Bruxelles Environnement et soutenus par le gouvernement. Alors, est-ce qu'il nous reste encore l'une ou l'autre question? Oui, on a. Alors, il y a une question ici qui nous est posée. Si vous pourriez donner un peu plus d'explications concernant le cadre législatif européen qui a été évoqué un peu plus tôt. Je vais essayer. Je n'ai pas toutes les références en tête, vous m'excuserez. Donc, il y a plusieurs directives cadres européennes qui rentrent en jeu. C'est pour ça que je n'ai pas toutes les références, mais on peut les trouver sur le site de Bruxelles Environnement. La première directive, c'est ce qu'on appelle la directive Habitat, qui date des années 90 et qui impose de protéger les habitats pour la vie faune, pour les poissons, ce genre de choses. La deuxième directive fondamentale, comme l'a évoqué Gaspard tout à l'heure, c'est la directive cadre eau, qui impose la bonne qualité du cours d'eau. Alors, si on veut utiliser des termes techniques, il y a différentes parties. Il y a la qualité physico-chimique, donc les composants qu'on a dans l'eau, s'il y a des polluants, ce genre de choses, mais aussi la qualité hydromorphologique. Ça, c'est le mot technique. C'est la qualité écologique du cours d'eau, savoir s'il est capable d'accueillir de la vie, s'il est capable de travailler de lui-même, s'il est capable de vivre de lui-même, s'il est en bonne santé, en fait. Moi, j'aime bien l'analogie avec le corps humain. Un cours d'eau en bon état hydromorphologique, c'est un cours d'eau en bon état de santé. En mauvais état hydrologique, il a de l'arthrose, il ne sait pas bien bouger, il ne sait pas bien se mouvoir. Voilà, c'est quelque chose, il faut le voir comme ça. Ces différentes directives ont été transposées, la directive cadre eau, par l'ordonnance eau en 2006, dans le droit bruxellois. Et je vous invite je suis désolé, je n'ai pas les références complètes, mais à le paysage global et à aller voir sur le site de Bruxelles Environnement pour avoir plus de détails et de précisions quant à ce cadre européen législatif. Voilà. Et alors maintenant, on est en train de répondre également aux questions qui nous sont posées par écrit. Mais peut-être une dernière question pour Gaspard. Redynamiser la biodiversité des cours d'eau et les mettre à ciel ouvert, c'est très beau. Mais ne pensez-vous pas que cela va aussi favoriser l'attractivité de certains quartiers et donc augmentation des prix de l'immobilier avec un phénomène de gentrification? Oui, bien entendu. Ça, c'est évidemment c'est une question extrêmement complexe parce que c'est une réalité. À partir du moment où on voit des aménagements urbains, on voit une qualité de l'espace public qui augmente et donc effectivement des prix qui augmentent. Moi, j'aime bien rappeler dans ces cas-là que, et on part ici clairement dans une position politique, je ne vais pas m'en cacher parce qu'on ne parle plus d'histoire ici, on parle du futur, mais ce qui fait augmenter les prix de l'immobilier, c'est l'immobilier, c'est-à-dire c'est le fait que c'est la question du logement public, du logement privé. Donc en fait, parfois entendre cette phrase qu'on entend souvent dire oui, mais en fait, en faisant des aménagements qui sont qualitatifs sur une rivière, etc., on fait monter les prix des loyers. J'ai envie de dire, la question, il faut la poser aux gens qui gèrent la question du logement, qui ne la gèrent pas justement, parce que c'est un
un des 3 fondamentaux qui est laissé tout à fait ou presque aux mains du privé. Donc voilà, l'idée de dire en fait il ne faut rien faire dans un quartier pour que les prix ne montent pas, ça n'est pas une idée qui fait sens non plus. Donc il faut agir là, voilà, sur les secteurs qui ne sont pas les mêmes, ils sont juste ensemble, c'est-à-dire que les appartements immobiliers se trouvent dans l'espace public. Donc, ils sont connectés. Mais il y a quand même des leviers qui sont très différents sur l'un et sur l'autre. Voilà. Si je peux juste apporter une précision par rapport à ça, c'est une question qu'on n'ignore pas dans le cadre des projets de réaménagement de la Seine, et notamment au niveau du parc Maximilien. Parce que c'est un parc qui se trouve à la confluence de quartiers, mais avec des considérations socio-économiques, mais fondamentalement différentes. On a d'un côté, par exemple, la dalle du foyer Lacquenois, où c'est des logements sociaux, et de l'autre côté, on a le tour Upside. Et donc là, en 200 mètres, on a un gap de niveau socio-économique, il n'y a pas, voilà, c'est le terme, mais assez impressionnant. Et donc, tout l'enjeu pour Bruxelles Environnement et les partenaires aussi de la ville de Bruxelles est de construire un parc, non pas un fossé entre ces deux mondes, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment 2 mondes, mais quelque chose qui peut lier, qui peut faire vivre ces 2 mondes ensemble. Et c'est pour ça que dans le cadre de ce projet, on a une dimension participative assez intéressante, assez forte, déjà pour créer ces connexions, j'ai envie de dire ces ponts au-dessus de la Seine, mais quelque part c'est ça, pour que les gens puissent se rencontrer et créer un parc accueillant pour tous, aussi en se préoccupant à la fois des questions socio-économiques, mais aussi des questions de genre, des questions d'âge, parce qu'il y a des mixités socio-économiques qui doivent se faire, mais aussi des mixités de genre, des mixités d'âge. L'exemple, c'est il faut qu'une famille qui arrive avec un enfant de 3 ans et un enfant de 12 ans, il faut que toute la famille trouve son compte, par exemple. Et donc, voilà, c'est des questions auxquelles on est sensible et auxquelles on travaille au quotidien autour de ce projet. Ben voilà, cela va être notre dernière question. Je vous remercie à tous les deux, Gaspard et Benjamin. Les prochaines conférences des Jeudis de l'Histoire seront aussi en mode webinaire. Les inscriptions sont déjà possibles via le site du musée de la ville qui est sur le dernier slide de Gaspard. La prochaine, c'est le 10 mars en néerlandais. Donc, le thème, c'est 15e eeuws Brussels in a notendop. Donc, c'est l'analyse d'une image, d'un paysage de Bruxelles au XVe siècle. La conférence sera donnée par Bram van Nieuwenhuizen, professeur à l'Université d'Amsterdam. Alors, toujours en mode webinaire et en français cette fois-ci, le 28 mars, dans le cadre du centenaire des Cités-Jardins, Christophe Mouzela, coordinateur de la revue Natrimoine, va nous faire une présentation sur les cités-jardins de Laken et Aaren. Les inscriptions sont aussi possibles sur le site du musée de la ville de Bruxelles. Alors, encore merci Gaspard, merci Benjamin, merci à tous mes collègues de la Maison du Roi, du musée des égouts pour leur aide, pour leur participation. Merci à vous, au public. Et on espère vous revoir le 10 mars et le 28 avril. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.